Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Lumière intérieure, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme qui a dédié sa vie au journalisme. Il a été rédacteur en chef pour Capital Finance, avant de devenir chef du service finance au Nouvel Économiste, puis nommé rédacteur en chef marché pour le titre La Tribune, qui est d'ailleurs un titre où il avait fait ses débuts, et puis il a rejoint dans les années 2000 le titre Challenge, dont il a d'abord été rédacteur en chef avant de devenir aujourd'hui directeur délégué. Il collabore par ailleurs régulièrement à Historia, puisque c'est un grand amateur d'histoire. J'ai le plaisir de recevoir Pierre-Henri de Menton. Bonjour, Bonjour. bonjour Pierre-Henri, installez-vous. On est très content de vous avoir sur ce plateau dans l'émission Lumière intérieure. Je ne vous cache pas que pour préparer cette émission, j'ai fait ce qu'on fait régulièrement quand on reçoit quelqu'un. On googleise, comme il est coutume de dire, la personne. Et sur Internet, il y a très peu de choses qui sont dites sur vous. Je suis tombée sur un article de la lettre A qui titrait Pierre-Henri de Menton, le gentil de Challenge. Ça m'a beaucoup interpellée, ce titre, en appelant des amis journalistes. J'ai eu le même retour de quelqu'un de bienveillant, de gentil. C'est quoi votre définition de la gentillesse ? Alors la gentillesse, je pense, c'est être ouvert vers les autres. Alors je sais pas, c'est un peu gênant de commencer comme ça. Je sais pas si je suis gentil ou méchant. Il y a aussi un peu un jeu de rôle à l'intérieur des rédactions. Et c'est vrai que de par mes fonctions, j'ai souvent été un peu le good cop. On est dans des secteurs très difficiles. Qui ont traversé des crises qu'on a du mal à imaginer, un peu comme l'équivalent de la sidérurgie il y a quelques années, avec beaucoup de mutations, des gens parfois, des équipes parfois un peu traumatisées. Et c'est pas de la gentillesse, c'est juste une nécessité absolue que d'essayer d'expliquer, de comprendre, de faire évoluer les gens vers de nouveaux métiers. D'où peut-être ce titre de gentil, en tout cas professionnellement. Après, il faudra demander à ma femme ou mes enfants. Alors j'ai appelé mes amis journalistes, je n'ai pas appelé ni votre femme ni vos enfants. Mais c'est vrai que ce titre m'a interpellée parce que Pierre-Henri de Menton, le gentil de Challenge, on a le sentiment que c'est suffisamment rare pour le mentionner. C'est aussi votre sentiment que finalement les gentils, entre guillemets, sont rares dans les médias ? Oui, enfin, comment dirais-je, dans les médias, on aime bien avoir la dent dure. Ça fait partie de notre métier, hein. Je l'ai aussi, rassurez-vous, on est aussi payé pour ça, parce que c'est ce que les gens attendent et c'est très sain du point de vue ne serait-ce que de la démocratie, d'un contre-pouvoir qui doit avoir la dent dure. Et c'est un petit peu inquiétant quand un journaliste est trop gentil, donc on va dire dans l'exercice de sa fonction. Quand vous parlez de trop gentil, vous Après, parlez de trop complaisant, c'est ça que vous voilà, voudriez dire ? c'est il faut faire attention à la frontière entre la gentillesse et la complaisance. On n'aime pas, quand on est journaliste, être remercié pour un article, par exemple. On est un petit peu inquiet. Alors, peut-être c'est une sorte de snobisme ou c'est peut-être de la vanité mal placée. Après, c'est une autre chose dans, on va dire, la cuisine interne, dans l'organisation de la relation humaine. Et c'est vrai que de par mes fonctions, il y a toute une activité management où on essaie de faire attention. Hein. C'est difficile, hein. Encore une fois, on est dans des métiers où il y a des gens qui ont complètement changé de métier en quelques années, parfois même en quelques mois, quelques semaines, avec l'arrivée du numérique, de l'événementiel. Donc, on est dans une économie de survie et où effectivement il faut un minimum, je pense, de bienveillance, sinon on peut partir dans le décor assez vite. Alors, ce que disent les gens qui vous entourent, au-delà du fait que vous êtes effectivement une personne gentille et bienveillante, ils disent également qu'il y a une chose, en revanche, que vous ne supportez pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est vrai ? Oui, alors j'aime, mais ça, je pense que d'abord, pas grand monde ne supporte ça. Nous, on est souvent confrontés à ça dans la presse économique en particulier. Je pense que c'est pareil pour la presse, pour les journalistes politiques. On voit d'ailleurs assez vite les gens qui ont un discours qui ne correspond pas à leurs valeurs. Hein, on prend l'exemple des entreprises. Les entreprises qui commencent à mentir aux consommateurs, aux clients, aux salariés, sont assez vite rattrapées. Et ça peut tourner très mal, très vite. Hein. On a eu des exemples assez récents, par exemple avec Volkswagen. On a vu que l'entreprise avait commencé à mentir et ils sont partis littéralement dans le décor. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme crise avec les mensonges qu'il y avait autour des logiciels. Vous savez, vous vous rappelez de cette histoire
des logiciels sur le diesel qui truquaient en fait les tests pour pouvoir les passer. Et ça, je pense que d'une manière générale, les gens supportent assez mal et on va dire depuis quelques années, le supportent de moins en moins. Donc cette forme de malhonnêteté intellectuelle. Donc là, j'ai pris cet exemple-là, on pourra en citer beaucoup d'autres. C'est des choses qu'on retrouve qui ont toujours existé. Hein. Il y a dans la Bible, on parle des poids et des balances qui doivent être bien réglés. Hein. C'est la façon dont doit bien fonctionner le commerce. Sinon, si on commence à mentir sur les poids et les balances, dès le départ, c'est vicié. Et il y a, dans l'économie, puisque c'est le secteur que je connais un petit peu, on a vu des entreprises, des personnalités qui ont pu dévier, s'enfermer dans des mensonges petit à petit, toujours pour des bonnes raisons, pour gagner des parts de marché, pour sauver des emplois, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir servir leurs actionnaires, parce que sinon, ça allait mal tourner. Donc il y a toujours une explication, mais je pense qu'il faut avoir effectivement une colonne vertébrale ou une forme de verticalité, c'est-à-dire que les choses soient à peu près ajustées dans le discours public et dans les choses qu'on pense et qu'on vit à l'intérieur de soi, que ce soit comme individu ou comme corps social, comme peut l'être une entreprise. Puisque vous parliez de mensonges, puisque vous citiez un groupe, en l'occurrence Volkswagen, mais vous avez dit on aurait pu en citer d'autres, est-ce que la presse peut être complètement indépendante de ses annonceurs? Est-ce que si un groupe qui fait des choses qui sont répréhensibles, on va dire, voilà, est-ce que le journal peut en parler dès lors que le groupe est l'un de ses annonceurs? Est-ce que Alors, c'est un je vais cas de vous en conscience? parler là, j'ai un cas pratique, puisque vous le savez peut-être depuis le mois de novembre dernier, nous sommes un groupe indépendant, hein, c'est-à-dire que notre actionnaire, c'est un particulier qui a fait fortune en fabriquant des sani-broyeurs. Donc on parle pas souvent des sani-broyeurs, donc du coup on est vraiment indépendant, on n'a jamais eu de souci du point de vue, on va dire, l'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire. Les annonceurs, on va peut-être y revenir. On a un cas pratique là, puisque au mois de novembre dernier, depuis le mois de novembre, on a un deuxième actionnaire qui s'appelle Renault, le constructeur automobile Renault. Et Renault, le fait est qu'on parle souvent de Renault dans le journal. Alors, quand j'étais à la Tribune, la Tribune appartenait par exemple au groupe LVMH. Hein. Donc, le fait est qu'en France, c'est une tradition. Les industriels sont présents dans les médias. Deux réflexions là-dessus. D'abord, heureusement qu'ils le sont, parce que sinon, il y aurait plus beaucoup, c'est très compliqué, il y aurait plus beaucoup de journaux et de médias, je pense. Donc, heureusement que encore les grands groupes industriels français, les grands milliardaires français s'intéressent aux médias, première chose. Deuxième chose, c'est comment on gère ça quand on a... alors, on a eu un débat en interne, les journalistes aiment beaucoup discuter entre eux sur tous ces sujets-là, et moi, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord, mais moi, je pousse une règle de base qui est, on parle de Renault comme si de rien n'était. À une petite exception près, c'est qu'à chaque fois qu'on met le mot Renault, on met entre parenthèses actionnaire de Challenge. Et si on commence à se dire, on va le traiter différemment des autres, ou sous forme de, quand ça va mal, on va pas en parler, ou quand ça va bien, on va pas en parler non plus, parce qu'on a peur que du regard des autres, et ils servent la soupe à leurs actionnaires, etc. Là, on met le doigt dans des formes de censure, d'autocensure très pénibles. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de traiter son actionnaire comme les autres. Sur les annonceurs, la réponse est oui, on est indépendant des annonceurs. Il y a des problèmes qui se posent, on pourrait y revenir, c'est un peu technique, sur les nouvelles formes de médias, ce qu'on appelle le brand content, les blogs, tout ce qui est un peu entre le journalisme et, on va dire, aux frontières du journalisme qu'on explore en ce moment, où là, il peut y avoir des cas, effectivement, on l'a vu par exemple pour les blogueurs qui sont rémunérés directement par les annonceurs sans qu'on le sache. Là, il faut faire évoluer les règles du jeu de la profession, ça on est d'accord. Voilà. Mais nous, des pages de pub dans les journaux, ça fait quand même un bout de temps qu'il y en a et ça fait bien longtemps. De temps en temps, ça arrive. Hein, on peut avoir quelqu'un ce qu'on appelle, qui vous coupe la pub. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. C'est arrivé dans le temps avec des grands groupes, je sais pas, même comme les caisses d'épargne, qui étaient pas, c'était il y a très longtemps, il y a prescription, qui n'étaient pas contents d'un article, a dit, je passe plus de pub pendant 2 mois.
Mais c'est c'est très rare et très stupide de faire ça, parce que ça se sait tout de suite, c'est une contre-publicité épouvantable. Alors on comprend bien que vous ne vous interdisez pas de, de- de dire la vérité, quelle qu'elle soit, sur un annonceur fut-il actionnaire. Est-ce qu'il y a des choses en revanche que vous vous interdisez dans l'exercice de votre métier? Alors, on a eu un débat là aussi d'actualité. En fait, c'est sur notre ligne éditoriale, c'est-à-dire jusqu'où on va. On a un journaliste, un journal, un groupe de médias, donc avec une approche économique, mais on va bien au-delà, parce que l'économie couvre beaucoup de choses. C'est une science humaine qui a tendance à englober beaucoup de choses. Donc on va parler de politique. Quand il y a des attentats, on va en parler pour raconter ce qui s'est passé, mais surtout pour savoir quelles sont les conséquences. Quand il y a la victoire en Coupe du Monde, c'est important pour le business de Nike, c'est les transferts, donc c'est de l'économie, tout est économie, jusqu'où ça va. Et on s'est posé la question récemment. Là, c'est pas tout à fait tranché encore. On doit en reparler dans les jours qui viennent sur une chronique. Alors, c'est généralement sur Internet que ça se passe. Sur Internet, ça se diffuse plus loin. On va un petit peu plus loin de nos bases sur les débats qu'il y avait à l'intérieur de l'Église et notamment autour du cardinal de Lyon. Est-ce qu'il doit démissionner ou pas en raison des histoires de pédophilie. Et là, on a considéré qu'on était trop loin de nos bases. Donc, c'était pas notre job, on n'attendait pas ça de nous, on n'était pas vraiment légitime pour. Mais on a peut-être eu tort, c'est un journaliste de très grand talent qui avait une position là-dessus. Donc là, on s'est dit non, trop loin. À débattre, à voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que vous parlez de débat, mais que dans certains cas, on parlerait presque plus de cas de conscience que de débat. Dans certains Non, c'est cas. un débat, c'est pas une histoire de conscience. Alors, il peut y avoir des cas de conscience. Ça, c'est très différent. Là, je parle de débat, effectivement, jusqu'où on va. Après, le cas de conscience, ça arrive. Euh, Ça arrive, par exemple, on peut savoir que si on publie un article qui n'a pas forcément une importance énorme comme information, une personne va perdre son travail. Hein. Donc on peut se poser, je prends un exemple précis parce que ça peut être le cas. Donc on peut se poser de temps en temps des cas de conscience comme ça. Voilà, mais moi j'ai tendance à dire qu'on est là pour donner l'info quand on l'a et qu'elle est vérifiée. Il ne faut pas trop non plus se poser de questions. Puisqu'on parle de considérations éthiques, je voulais avoir votre avis sur le code de déontologie de la presse aux États-Unis, en Suisse et dans d'autres pays dans le monde. Il y a un code de déontologie où les journalistes, par exemple, n'ont pas le droit d'accepter tel ou tel cadeau de la part d'une entreprise, doivent avoir des sources différentes, etc., avant de délivrer une info. En France, il n'y a pas à proprement parler de code de déontologie. Est-ce que c'est regrettable, selon vous? Alors, moi, je suis complètement contre le code. Enfin, je sais que c'est un débat qu'il y a eu à l'intérieur de la profession, que même dans l'entourage d'Emmanuel Macron, puisqu'il en avait parlé, de mettre en place une sorte de code de déontologie, qui est des labels. Moi, j'ai horreur de ça. Enfin, ça fait vraiment peur. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous fait peur? On voit mal le canard enchaîné avec un label anti. Ce titre ne sort pas de fake news, quoi. C'est complètement contraire à la liberté inhérente à l'exercice de notre métier. Donc je suis juste allergique à ça. Euh, qui voilà, qui êtes-vous pour juger ce qui est de la vraie information, de la fausse information? C'est très très compliqué. Hein. Les frontières sont compliquées. Qui va le décider? Est-ce que c'est un organisme public? Vous vous rendez compte? Enfin, on peut rentrer là dans un scénario orwellien. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut il faut des règles, il faut une charte de déontologie. Et nous, on en a mis en place une à Challenge quand on est devenu hebdomadaire en 2006. Un des premiers chantiers, ça a été d'écrire ensemble, l'ensemble de la rédaction, une charte de déontologie où on règle notamment tous ces problèmes de ligne éditoriale qui la décide, de cadeaux, de renvoi d'ascenseur. Il y a des tas de petits problèmes qui arrivent, de relecture des citations, des gens qui vous disent quelque chose et puis après qui vont vous dire non, non, finalement, c'est pas ça que j'ai voulu dire alors qu'il l'a dit, etc. Bon,
Ça, il faut être clair sur ce qu'on fait, et ça, on l'a dans un document interne auquel on se réfère assez souvent. On a une société des journalistes qui réfléchit à ces problèmes-là. Ça peut nous arriver de déraper. On peut faire les choses un peu vite. Et donc, à l'intérieur, hors hiérarchie, on a, comme dans beaucoup de titres de rédaction, on a une société journaliste qui nous met le haut là. Par exemple, là, on est en train de beaucoup se développer en dehors de notre base, qui est le magazine, en faisant des événements, des colloques, des conférences, etc. Donc, c'est nécessaire d'avoir une réflexion des cordes de rappel sur jusqu'où on va dans ces événements, dans les partenariats qu'on peut faire avec les entreprises, comment est-ce qu'on raconte ces événements dans le magazine. Vous voyez, tout ça est codifié, vivant, bouge, mais avec des règles qu'on s'est mis. En l'occurrence, c'était il y a 12 ans à Challenge. Alors, on va sortir de 2 minutes des considérations éthiques pour parler d'économie, puisque vous avez toujours travaillé pour des titres d'économie, que ce soit La Tribune, Challenge et les autres que j'ai cités tout à l'heure. C'est quelque chose, l'économie, qui vous passionne depuis toujours? Alors, il se trouve que moi, j'ai toujours voulu être journaliste, et par un hasard de circonstances, j'ai commencé dans le journalisme économique sur les matières très compliquées, vraiment auxquelles les gens comprennent rien, donc dans la presse professionnelle financière, sur les marchés dérivés, et beaucoup sur les marchés matières premières, par exemple, au tout début de ma carrière. Et je trouve ça passionnant, l'économie et le journalisme économique en particulier. L'économie d'abord parce qu'effectivement, l'économie, qu'on le veuille ou non, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, elle est très englobante maintenant. C'est-à-dire qu'il y a peu de sujets qui n'ont pas un aspect économique. Donc, l'économie, elle a deux rythmes. Elle a très court terme. Si on prend les marchés de matières premières, vous prenez le marché de l'or. Il va varier minute par minute en fonction du tweet de Donald Trump ou d'une décision de la Banque centrale du Japon. Et il va y avoir ce qu'on appelle, les gens de marché appellent le trend, c'est-à-dire sur le long terme. Là, les mêmes personnes, les mêmes analystes vont étudier l'évolution de la joaillerie en Inde, qui est un énorme consommateur d'or. Est-ce que dans les mariages indiens, on donne toujours autant d'or ou pas? Et sur le long terme, comment ça se passe? Sur l'industrie du luxe, on est sur le très court terme. Il peut y avoir une polémique sur une campagne de publicité Yves Saint Laurent. Très très court terme, là on est au niveau du tweet. Et sur le long terme, quelles vont être les conséquences des campagnes anticorruption en Chine, décrétées par le Parti communiste chinois, sur le business à 4-5 ans des groupes qui ont là-bas leur plus gros réservoir de croissance. Vous voyez, on est toujours sur les deux rythmes. Et ensuite, sur le journalisme économique, moi, ce que j'aime bien, comment dirais-je, c'est que c'est un journalisme de rigueur absolue. Vous vous trompez d'une virgule, d'un chiffre, on vous rate pas, quoi. Le journalisme politique, c'est un peu différent. Vous pouvez faire un écho en disant truc a parlé à machin, il lui a dit ça. Il pourra toujours démentir, on sait pas très bien, et puis ça amuse les gens, c'est le théâtre. Moi, dans l'analyse des résultats d'une grande entreprise, si on se trompe, il faut une grande rigueur. Alors, vous avez écrit évidemment un très grand nombre d'articles d'économie, supervisé. Maintenant, vous êtes donc directeur délégué de la rédaction de Challenge, mais vous avez aussi écrit des livres d'économie, 200 familles qui passent de la France, et un autre livre dont le titre m'a beaucoup interpellé, et je voulais en parler 2 minutes avec vous, qui s'appelle Théorie du bordel économique. Et alors, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le titre, parce que c'est pas un mot qu'on imagine forcément très bien dans votre bouche. Alors, c'est en fait, c'est un peu, on avait trouvé ça avec l'éditeur et mon co-auteur Éric Routier. Ça interpelle en tout cas, c'est réussi. Vraiment le sentiment qu'on avait au moment où on a écrit ce livre. On est en 2012-2013, donc la crise qui a quand même, on a peine à imaginer ce que c'était, on a un peu oublié, mais en 2008-2009, tout s'arrête. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez des entreprises qui sont obligées d'arrêter leurs usines. Il n'y a plus une commande. Les banques, il n'y a plus un gramme de crédit pour les entreprises. Tout s'arrête. Donc on est dans quelque chose de complètement inimaginable que personne n'a prévu. Alors certains l'ont peut-être prévu. Alors, ces gens-là deviennent tout d'un coup des sombres économistes, deviennent des génies absolus, des gourous.
sorti de nulle part. Et ce livre, il retrace comment cette communauté des économistes s'est fait avoir, comment ils ont réagi, c'est de réinventer très vite des nouveaux modèles, des concepts comme quoi finalement ils avaient raison, etc. Donc on s'est retrouvé face à un très grand désordre théorique de la théorie économique, quoi. Et donc ce qui en ressortait, c'est un peu familier, mais effectivement, c'est qu'il y avait un bordel absolu chez les économistes. C'est ce qu'on a raconté dans ce livre, c'est ce qui s'est passé dans cette petite communauté de sachants, qui était assez sur d'eux, souvent très bien payés, proches des banques d'ailleurs, etc., qui a vu tout s'effondrer, toutes les certitudes, hein, c'est après Occupy Wall Street, etc., la mondialisation heureuse, etc. Toutes les certitudes se sont effondrées de 2007 à 2012-2013. Il y en a même qui sont redevenus marxistes. C'était quand même assez extraordinaire. Dans cette petite communauté de sachants, moi je vais vous dire ce qui va se passer sur notre plateau, plus modestement, dans les minutes qui vont suivre, c'est que je vais vous laisser seul sur ce plateau. Je vais m'en aller, mais je vais revenir, je vous rassure. Et en revanche, je serai quand même présente avec vous par la voix. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite, Pierre-Henri Menton. À tout de suite. Vous êtes bien installé, Pierre-Henri Menton ? Voilà, impeccable. Vous pouvez, si vous voulez, mettre vos pieds sur leur pose-pied. Faites vraiment comme chez vous, voilà, comme si vous étiez dans votre canapé. Et dans cette émission un peu atypique, on a coutume de faire réagir nos invités sur des mots-clés, un mot, un seul. À eux ensuite d'emprunter la direction qu'ils souhaitent, celle qui les inspire. Et le premier mot sur lequel je souhaitais vous inviter à réagir, c'est le mot transmettre. Alors, la transmission, alors une réaction là-dessus, une réflexion personnelle. C'est que j'ai une autre vie qui est celle j'exploite avec mon frère un monument en Haute-Savoie, donc depuis fin 2016, qui appartient depuis très très longtemps à la famille, et donc il m'a été transmis. Et dont ma plus grande volonté est de le faire survivre, de le développer pour pouvoir le transmettre à d'autres membres de ma famille. En l'occurrence, je pense mes enfants et mes neveux. Voilà ce que m'inspire transmettre. Alors, la transmission, c'est aussi la transmission au niveau de votre famille, puisque vous faites partie d'une ancienne famille noble d'extraction chevaleresque. Comment cette appartenance-là résonne dans votre quotidien ? Voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit sur ce monument. Donc c'est un monument qui appartient effectivement à la même famille depuis un bout de temps, puisqu'on a fêté le millénaire du château de Menton. On a encore fait une grande fête de famille il y a quelques jours où on était 300 cousins. Donc ça résonne très fort quotidiennement parce qu'effectivement, je m'en occupe pas mal. On est un peu en mode start-up avec des projets de développement avec mon frère. Et donc la transmission, elle résonne quotidiennement de façon très concrète chez moi, en tout cas sur cet aspect-là. Vous avez 4 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre ? Alors, j'ai effectivement 4 fils. Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre ? D'abord, je pense que eux me transmettent beaucoup. Ça se passe beaucoup dans l'autre sens. Moi, je suis persuadé que les enfants apportent beaucoup aux parents. Et donc, ils m'apportent tous leurs qualités, une forme d'équilibre qu'ils ont. Ou parfois de déséquilibre inhérent à leurs âges, hein, c'est des jeunes adultes. Ensuite, c'est un peu prétentieux, je trouve, de dire je vais transmettre ceci, cela, telle valeur à mes enfants. On fait ce qu'on peut, on transmet ce qu'on est. J'ai pas trop de prétention dans ce domaine-là. Alors, vous parlez de vos enfants, on va parler 2 minutes de votre papa, si vous le voulez bien, puisqu'il a été consul général de France au Québec, puis ambassadeur au Chili et en Irlande. Il a par ailleurs été maire d'une commune située dans le Jura, vous en parliez. Face à un tel exemple, pour votre part, vous n'avez jamais été tenté par la politique ?
Je l'ai été un petit peu. J'ai une toute petite expérience puisque j'étais. Bon, d'abord, il faisait pas de politique. Hein, c'était un haut fonctionnaire. Moi, j'ai travaillé pour quelqu'un de remarquable. J'ai été c'était il y a très longtemps. J'étais encore étudiant. J'étais assistant parlementaire de Michel Barnier. J'ai un petit peu côtoyé ce monde-là. J'ai continué à le côtoyer de loin en loin de par mes activités journalistiques. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes politiques parce que je pense ils méritent pas le traitement qu'on leur inflige d'habitude dans l'opinion. J'ai mon frère qui a par exemple été maire d'une commune pendant très longtemps. C'est incroyable ce qu'ils font les élus, et pas seulement les élus locaux, hein, aussi les hommes politiques en général. Donc ça, c'est effectivement. Et puis sur mon père, lui, il m'a beaucoup transmis. C'était un haut fonctionnaire. Et il a il a eu des expériences assez inouïes dans sa carrière. Il a notamment été nommé consul général à Québec à un moment très particulier, juste après que le général de Gaulle ait mis le feu au Canada en prononçant le discours du Vive le Québec libre sur le balcon de la mairie de Montréal. On est en 67. Et puis s'est retrouvé en 73 ambassadeur au Chili au moment du coup d'État de Augusto Pinochet. Et donc à l'ambassade, moi j'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, mais on a reçu plus de 300 réfugiés politiques. Et là aussi, ça me conforte dans ce que peuvent être les hommes politiques, parce que s'il l'a fait, c'est sur ordre, c'est sur une consigne simple d'un homme qui était Georges Pompidou, à qui il était demandé des instructions et qui lui a dit « Faites tout ce que vous pouvez d'un point de vue humanitaire ». Voilà. Alors, à présent, je vais vous inviter à réfléchir à un autre mot. Je vous disais un mot, un seul, et ce mot, c'est le mot faille. Alors, les failles sont des forces. Hein. Je pense que on en a tous, heureusement. Prétendre ne pas avoir de failles, je pense, c'est se prendre pour Dieu. Ce n'est juste pas possible. Après, il faut les connaître. Il faut savoir, on va dire, faire avec, les réparer, ses faiblesses, essayer de s'améliorer. Enfin, tout ça est un peu du sens commun. Mais je pense que ça fait partie de chacun d'entre nous. Et il faut connaître aussi, essayer d'apprendre et d'accepter peut-être les failles des autres en ayant la même approche que pour soi-même. Et alors, vous concernant, vous donnez le sentiment de ne pas en avoir de faille. Hein, je vous disais tout à l'heure, je parlais de la perception que les gens qui vous entourent ont de vous, d'une personne bienveillante, gentille, empathique. Arrêtez de dire ça. Je suis pas. Bien sûr que j'ai des failles. Je sais pas. Il y a des moments comme tout le monde. Hein, j'ai envie de mettre une paire de baffes à quelqu'un en face de moi. Je supporte plus une situation où on a tous des énervements, des impatiences. Surtout dans nos métiers, ça peut aller assez vite. Après, on a d'autres failles. On a des failles intellectuelles, des failles spirituelles qui sont bien plus graves. Quelles sont les failles qui génèrent chez vous peut-être le plus d'indulgence, que ce soit les vôtres ou celles des autres? Alors les failles faire ça, juger de l'importance des failles des autres ou de soi, c'est déjà porter un jugement. Et ça, on va dire que pour moi, c'est une faille. C'est-à-dire que j'aime pas trop les gens qui jugent les autres. Hein, même si ça se fait pratique beaucoup dans mon métier de journaliste. Donc on va dire que c'est une faille sur laquelle j'ai pas beaucoup d'indulgence. C'est celle des gens qui sont, on va dire, comment dire ça simplement, les donneurs de leçons. Voilà. Après, il y a d'autres failles. Enfin, je sais pas, on peut passer en revue. Effectivement, je pense que l'impatience, c'est un vilain défaut. L'orgueil, on peut reprendre les péchés capitaux. Hein, ça, c'est toujours d'actualité. L'orgueil, la gourmandise, vouloir tout à la fois.
Ça, c'est voilà. Il faudrait reprendre ses péchés capitaux tous les matins. Et le terme combat, il vous inspire quoi? Alors, il m'inspire. Enfin, là, ce qui me vient à l'idée, c'est un moment historique. C'est le mouvement combat. C'est un des premiers mouvements de la résistance en 40 de Henri Freinet. C'est une période. Alors là, je vous emmène sur quelque chose. Hein, je ne sais pas si c'est ça le jeu, mais moi, c'est une période qui me fascine complètement. Ces années de 40 à 42, de voir les Français qui se sont levés à ce moment-là. Donc je trouve ça tout à fait admirable, incroyable. Pour moi, ces gens sont des vrais chevaliers des temps modernes. Ils ont souvent été brocardés, un peu, leur action a été minimisée, parce qu'on a pendant longtemps préféré dire que toute la France était collabo, enfin pétiniste puis collabo. C'est pas la réalité. Et ceux qui ont laissé leur vie dans ces combats et dans le mouvement combat de résistance intérieure dès 1940 sont des vrais héros et paradoxalement peut-être un peu méconnus. Il y a dans votre famille, me semble-t-il, des héros, justement, de la résistance. Vous voulez en parler? Alors il se trouve que oui, j'ai un de mes, c'est pour ça que je me suis toujours un peu intéressé à cette période-là. Le frère aîné de mon père, donc mon oncle François de Menton, alors lui, il avait un autre mouvement qui s'appelait Liberté en 40, et donc il a rejoint ensuite Alger, où il a été garde des Sceaux du général de Gaulle, puis procureur à Nuremberg. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné un petit peu dans ce monde-là, on va dire, de la chevalerie des compagnons de la libération. Baigner dans un environnement effectivement de personnages très inspirants comme François de Menton que vous citiez. Il y a un autre combat qui n'a rien à voir, qui est un combat qui est plus proche de celui que vous menez au quotidien peut-être, qui est le combat pour la vérité. Est-ce que vous percevez le journalisme, puisque vous disiez vous-même tout à l'heure qu'il n'y avait pas de complaisance, comme un combat pour la vérité? Oui, bien sûr. C'est un combat, enfin c'est une nécessité pour moi, plus qu'un combat. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus de journalisme, ça devient très très inquiétant. Le journaliste, c'est un peu la palissade. Il est quand même là pour dire la vérité. Sinon, il fait pas du journalisme. Euh, c'est un combat tous les instants parce qu'effectivement, on peut avoir après des formes de communication, on va dire. Hein. Vous savez que les communicants sont de plus en plus nombreux, les journalistes de moins en moins nombreux. Donc il y a un rapport de force qui devient de plus en plus difficile à gérer, en particulier dans la sphère économique. Après, il faut faire ça calmement. On n'est pas non plus des croisés, on n'est pas en train de faire la guerre, mais il faut se faire respecter. Il faut marquer son territoire. Et encore une fois, un monde sans journalistes, c'est la fin, quoi. Donc, et les journalistes, il se trouve que depuis quelques années, le grand jeu de droite comme de gauche, aux États-Unis comme en Pologne et parfois en France, c'est de taper sur les journalistes parce qu'on sait que c'est une profession qui est un peu méprisée, et donc ça mange pas de pain. Et quand on sait pas quoi dire, quand on est un peu, on va dire, embêté, on va dire que c'est de la photomédia. Donc voilà, il y a un combat effectivement à mener en ce moment, et c'est de moins en moins évident, en tout cas naturellement dans certains pays, mais aussi, et c'est nouveau au sein même de nos grandes démocraties occidentales. Allez, un tout dernier mot avant de vous rejoindre. Droiture. Alors la droiture, là, je reviendrai sur ce que je disais tout à fait en début d'émission, sur l'importance de pas se mentir. Alors c'est peut-être droiture, c'est la façon un peu grandiloquente de dire ça. Quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est, pour moi, même de façon modeste, qui est aligné entièrement entre les choses qu'il vit, les choses qu'il dit et les choses qu'il pense. C'est aussi simple que ça. Et c'est très compliqué.
Au-delà de votre oncle François de Menthon, qui est quelque part un modèle de droiture, hein, vous parliez du fait que ça avait été quelqu'un d'inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres personnages, peut-être dans d'autres dimensions, qui sont pour vous des modèles de droiture? Alors dans ma profession, moi j'ai un homme que j'aime beaucoup, avec qui j'ai un tout petit peu travaillé, c'est Jean Boissonnat, hein, qui est un des fondateur du journalisme économique et de la pédagogie de l'économie en France. Et je pense que c'est quelqu'un qui correspondait effectivement à cette définition de la droiture. Après, il y a des personnages dans mon milieu, des personnages que j'ai toujours admirés, comme François-Henri de Virieu, par exemple. C'était des gens droits. Donc voilà, deux exemples de personnages qui ont peut-être pu m'inspirer. J'ai une carrière beaucoup plus modeste, mais des personnages, on va dire, inspirants d'un point de vue professionnel. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu en expliquant ce à quoi vous avez pensé ces différents mots. Je vous rejoins tout de suite. Merci Pierre-Henri de Menthon d'avoir joué le jeu. Quel a été votre ressenti? Bah, écoutez, je sais pas comment ça se passe avec vos autres invités. On est parti sur des chemins parfois un peu de traverse, un peu personnels. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a le chemin qui est le vôtre. Je ne sais pas si ça a un intérêt quelconque. Donc il est nécessairement bon. Merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice, si j'ose dire. Et pour la dernière séquence de cette émission, je vous propose un questionnaire qui est un mix entre le questionnaire de Proust, celui de Pivot, celui de Socrate, où je vais vous poser toute une série de grandes questions existentielles et fondamentales. Et on va commencer avec celle-ci. C'est quoi pour vous une journée réussie? C'est une journée qui commence bien. Parce que les journées qui commencent mal, généralement, se terminent pas très bien, je trouve. Donc ça, c'est une règle que j'essaie de m'imposer. Pas toujours facile, mais c'est d'être de bonne humeur le matin, quoi qu'il soit passé la veille. Et c'est comment une journée qui commence bien, au-delà de la bonne humeur? C'est une journée, voilà, où on a envie d'avancer, à la fois sur ces petits dossiers personnels, trouver des solutions plutôt que se poser les problèmes. Et la même chose d'un point de vue professionnel. Comment est-ce que vous tentez de sublimer votre vie? Sublimer, je tente pas beaucoup malheureusement de sublimer ma vie. J'aimerais bien sublimer ma vie, pas assez. Je suis pris dans la pesanteur des choses, de l'actualité, des choses. J'arrive pas à sublimer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire précisément que vous ne faites pas assez? J'aimerais cultiver ma foi, par exemple. J'ai une foi de charbonnier, on va dire. Je pose pas trop de questions, ça avance, etc. J'aimerais avoir le temps, on va dire, de faire plus d'exercices spirituels, des choses comme ça. C'est quoi votre mot préféré? Bienveillance. Alors c'est un peu bateau, mais vous en avez parlé sans arrêt au début. Au début, je trouvais que ça faisait un peu, vous voyez, communication d'entreprise, parce que tout le monde est bienveillant maintenant. Je ne sais pas si c'est le mot que je préfère. En tout cas, je trouve que c'est plutôt bon signe que ce mot soit à la mode. Vous êtes dans l'univers de l'économie. Quel est l'homme ou la femme que vous verriez volontiers pour illustrer un nouveau billet de banque? Un nouveau billet de banque. D'abord, il n'y a plus d'hommes et de femmes sur les billets de banque. Je ne sais pas, vous avez remarqué, il y a des monuments. Si on devait mettre un homme ou une femme à la place du monument, si on devait mettre un homme ou une femme à la place du monument, qu'est-ce qu'on a je sais pas, on va pas mettre Jean-Claude Trichet. Qui on pourrait mettre? Jean Boissonnat, voilà, le grand pédagogue de l'économie, l'homme qui a appris l'économie aux Français. Et si c'était un monument, puisqu'effectivement en ce moment c'est plutôt des monuments? Alors, en plus, vous regarderez, c'est souvent des faux monuments. Hein, c'est des sortes de mix. J'imagine qu'il y a des compromis européens au sein de la BCE, etc. Vous verrez, les monuments sur les billets de banque sont... mais si c'était un monument, il faut mettre le château de Menthon. Forcément. Forcément.
Quel est le pays où vous aimeriez vivre? La France, moi, j'y suis très bien. Là aussi, hein. C'est comme la foi de Charbonnier. Je me pose pas trop de questions et je suis très bien là où je suis. Si vous aviez une baguette magique, quel rêve est-ce que vous réaliseriez? C'est très dangereux, hein, ça, d'avoir une baguette magique. Donc je sais pas du tout si j'ai envie d'avoir ça. Parce que, voilà, j'aime pas cette question. Ça vous fait peur, la magie? Ça me fait peur, la baguette magique, pour faire ce que je veux, ouais. Je pense que c'est pas... C'est un truc de Dieu, ça. C'est pas un truc pour les hommes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'enfant que vous étiez? Oh, bah, sois journaliste, tu as raison. Parce que c'est ce que je voulais faire quand j'étais tout petit, donc voilà. Comment aimeriez-vous mourir? J'aimerais mourir peut-être comme le père d'un ami qui est mort foudroyé dans ses vignes. Voilà. Vous aimez le vin, les vignes? J'aime bien les bains, le vigne. Je trouve que c'est beau toujours les vignes. Et puis c'est une belle façon de mourir tout d'un coup. Alors c'est un peu égoïste, hein, parce que c'est bien pour soi, c'est beaucoup moins bien pour les autres. Euh, on connaît tous, hein, des gens qui sont morts brutalement. C'est des tremblements de terre épouvantables pour les autres. Mais on va dire ça, c'est une réponse égoïste. Je préférerais mourir comme ça voilà, avec des perfusions et je ne sais où. En tout cas, je ne mourrai jamais dans un centre à Zurich comme ça se fait de plus en plus. Foudroyer, c'est un peu violent quand même. Foudroyé, enfin, pas par la foudre, hein, je dis, en l'occurrence, cet homme a une crise cardiaque et il est tombé comme ça tout d'un coup. Alors, il y a aussi mourir dans son sommeil, mais c'est encore plus... Dans les vignes, c'est romantique. Mais dans les vignes, formidable. Quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir? Le don de la nature, peut-être le réveil le matin, la rosée, tout ce qui se passe le matin dans la nature, les animaux, les cris, etc. C'est peut-être ce que je préfère dans la nature et le plus grand don qu'elle nous apporte. Puisque vous me parlez des animaux, quel est l'animal que vous préférez? L'animal que je préfère, j'aime bien les paons. C'est un peu stupide, ça a des grosses pattes. C'est beau. Mais c'est beau. Majestueux. Et c'est extraordinairement beau, en fait. Alors, les mâles sont très beaux. Là aussi, c'est un peu égoïste. Et vous me parliez également de bruit le matin, la rosée. Est-ce qu'il y a un bruit, un son que vous appréciez particulièrement? Quel est le son? C'est un peu bateau, mais les sons qu'on entend dans la campagne, dans le midi, l'été, ça fait du bien. Et inversement, un son auquel vous êtes particulièrement épidermique, un son que vous ne supportez pas? Ce qui sort des écouteurs de mes voisins dans le train ou dans le métro. On entend vaguement la musique, on se dit, ça m'énerve ça, j'aime pas. Quelle est la dernière fois que vous avez ri? La dernière fois que j'ai ri, là, pendant l'émission, il me semble j'ai dû rire, j'espère, un petit peu, c'était pas si grave. La dernière fois que vous avez pleuré, ça c'est moins gai. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est dans cette, peut-être dans cette réunion de famille que j'ai fait il y a quelques jours, où j'ai un de mes cousins qui a fait un discours assez émouvant. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment pleuré, mais ça m'a bien pris à la gorge, sur des histoires de famille. J'ai pleuré, je pleure assez peu en fait. Si, alors je pleure au cinéma, donc ça personne ne le sait, ou je fais attention, mais ça m'arrive de pleurer au cinéma. Vous parliez de cinéma, quel est votre film préféré? J'aime bien, alors ça c'est un peu facile puisqu'il est repassé sur une chaîne il n'y a pas longtemps, mais un film que je trouve extraordinaire qui s'appelle The Servant de Joseph Losey, sur la dialectique du maître et de l'esclave. Vous parliez tout à l'heure d'une foi de charbonnier. C'est quoi pour vous une foi de charbonnier? Une foi de charbonnier, je pense que c'est une foi qui n'est pas, comment dirais-je, exaltante forcément, qui est peut-être le contraire de l'intelligence. C'est une foi un peu présente, à bas bruit, tout le temps, avec
des hauts, des bas, hein, quand même, mais on n'a pas de période d'obscurité totale, comme ça peut arriver chez certaines personnes qui ont des foi, on va dire, très intenses. Ça arrive chez les moines, par exemple. C'est un des grands stress des moines, c'est d'avoir tout d'un coup un trou noir. Mais ils exigent beaucoup à eux-mêmes et aux autres, à la communauté. Une foi de charbonnier, c'est de croire tout simplement euh, à la religion, à ma religion telle qu'elle est, avoir foi, mais aussi à la religion, à l'Église, à dire que finalement ma religion catholique et apostolique est pas la pire, et même moi je trouve bien mieux que d'autres. C'est pas tout le temps politiquement correct de dire ça, et j'en suis très content. Voilà, une foi de charbonnier. Vous avez un parcours riche, hein. Vous avez travaillé pour de nombreux titres, à différentes responsabilités. Vous êtes aujourd'hui directeur délégué de Challenge, je le rappelle. Vous avez également, on n'en a pas parlé, mais été dirigé une entreprise, hein. Vous avez, pendant votre parcours de journaliste, vous avez voilà, vous êtes un tout petit peu égaré, entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire comme ça, enfin voilà, avant de revenir à vos premières amours. De quoi vous n'avez pas encore accouché, entre guillemets, dont vous aimeriez accoucher? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Alors moi, une chose que j'aimerais bien faire, mais j'en suis incapable, c'est d'écrire un roman. Alors j'ai essayé, et en fait, alors il y a des journalistes qui arrivent, hein, il y a même un prix littéraire pour les journalistes, qui s'appelle le prix Interallié, qui distingue des romans. Et il y a des grands romanciers journalistes, et moi j'arrive pas. C'est une sorte de frustration, parce que je suis collé au réel, j'arrive pas à lâcher mon imagination, et surtout à l'organiser pour pouvoir écrire quelque chose de construit. Donc voilà, si j'avais, alors on revient à la baguette magique, ça serait peut-être ça. Pouvoir devenir, me débloquer, devenir romancier, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est un don vraiment que d'inventer des mondes, les construire par la littérature. Quels sont les freins qui vous empêchent de lâcher prise, comme vous le disiez? Ah, ça, il y en a beaucoup des freins qui empêchent de lâcher prise. Il y a peut-être l'attachement au réel, enfin, qui est lié au journalisme économique, peut-être, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas trop imaginer de choses quand on écrit nos articles. Ça peut être le cas dans d'autres formes de journalisme, ou quand on fait de la prospective ou des choses comme ça. Donc on peut pas avoir de lâcher prise dans le métier qui est le mien. Après, il faut pouvoir innover, inventer des nouveaux concepts, etc. Et, et moi, ce que j'aime bien dans mon métier, enfin, je reviens toujours à mon métier, c'est que c'est un mélange, on va dire, d'extrême rigueur, d'armée prussienne. On n'a jamais vu un journal qui sortait pas à l'heure ou avec des pages blanches parce que le type est arrivé en retard. Il y a toujours une solution. On n'a jamais vu une émission qui n'a pas lieu avec un écran noir parce que ça n'a pas marché, je sais pas où, en régie ou le journée. Donc ça, c'est un de mes expériences quand je suis sorti du journalisme, c'est que c'est pas comme ça ailleurs. Une réunion peut durer des heures, on n'a pas la même efficience. Et à côté de ça, dans le journalisme, il y a l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un trop-plein parfois de créativité. Il faut être créatif pour pouvoir intéresser le lecteur, le téléspectateur. Il faut des choses nouvelles. Quelquefois, on se laisse emporter là aussi. Il faut pas trop se laisser aller. Donc voilà. J'aime bien le métier à cause de ça, parce que on est à la fois on va dire, artiste peintre et puis soldat prussien, quoi. Le mélange me plaît bien. Quelle est l'erreur qui vous a fait le plus grandir, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel? Oh bah il y en a, enfin il y en a beaucoup, hein. Je pense on s'est planté. Alors d'un plan professionnel, euh, on s'est planté. Je me suis planté à sortir effectivement des fake news, des informations qui se sont révélées fausses, avec l'exercice d'un droit de démenti tout à fait justifié derrière, par exemple. C'est toujours difficile. Les erreurs sur le plan personnel, on va dire que c'est plus personnel. Votre héros, votre héroïne? Euh, alors, on va dire mon héros, je suis un petit peu obligé, c'est Saint Bernard de Menton, donc patron des alpinistes. Voilà.
Votre couleur préférée? Euh, Allez, orange comme mes chaussettes. Des chaussettes. Mais vous en portez pas beaucoup, à part les chaussettes. Si. Non, 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 pas, j'ai un pull aussi. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Mais les couleurs, ma femme est décoratrice, s'intéresse beaucoup à ça, moi un petit peu moins. Chacun son domaine. Voilà, chacun son domaine. Ce qui me fait le plus peur, c'est peut-être alors je reste toujours dans ma sphère, mais cette espèce de haine qu'on peut avoir effectivement contre les journalistes, contre certains métiers, on va dire, qui sont des symboles de la démocratie, qui devraient l'être, qui sont des forces de la démocratie. La haine contre les élus, les hommes politiques, les journalistes, voilà, ça me fait peur ça, parce que parfois on sort vraiment du rationnel. Et comment vous l'expliquez, cette haine? C'est des boucs Alors émissaires? il y a bien sûr sans doute beaucoup de choses qui sont de notre faute, hein. On fait sans doute mal notre métier, les hommes politiques sont sans doute souvent corrompus, etc. Après, bon, on va pas. Il y a des multiples facteurs hein, sur la montée de ces démocraties libérales, comme dit Emmanuel Macron, ou démocrature. C'est une espèce de nouveau système qui est en train d'arriver. On ne sait pas très bien sur quoi il va déboucher, avec des transitions géopolitiques, numériques. Enfin, il y a de multiples facteurs qui arrivent pour expliquer ça. C'est le petit bout de la lorgnette, c'est celui qui nous choque, parce on va pas dire victime, c'est grand mot, hein, même si maintenant quand un journaliste se fait tuer, ça secoue pas beaucoup l'opinion. C'est même avant, on avait des brassards sur les grands reporters de guerre, avaient des brassards presse pour respecter un peu. Maintenant, c'est une cible. Quand on sait que vous êtes des médias, c'est vous qu'on va essayer d'abattre. Donc ça me choque beaucoup et ça me fait peur. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager avec nous vos peurs, mais aussi la passion pour votre métier, votre vision de la vie. On était très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, j'étais très honoré. Merci à vous. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, on était ravis que vous nous suiviez également et on se retrouve très bientôt sur ce plateau.